Tribu, Julien Magnolet. Bonjour et bienvenue dans Tribu, un petit week-end à Barcelone, une virée à Dublin, allez, soyons fous, une soirée dans un club à Berlin. Depuis une vingtaine d'années, nous vivons à l'heure des vols low cost, des vols qui nous permettent d'aller un peu partout en Europe pour 3 fois rien. Ce type d'aviation a clairement révolutionné notre manière de voyager, elle a fait aussi exploser le tourisme et métamorphoser des villes, voire même des régions. On prend désormais l'avion presque comme on prend le train. Bonjour Alexandre Friedrich. Bonjour. Vous êtes écrivain Alexandre Friedrich et auteur de ce petit essai qui s'appelle sobrement EasyJet. D'ailleurs, on reconnaît une couleur orange dont on aura l'occasion de parler plus tard. Alexandre Friedrich, vous êtes plongé dans ce monde un peu spécial quand même du low cost et vous avez fait une expérience assez folle. Vous avez pris 14 vols EasyJet en 20 jours, c'était en 2012 et c'est comme ça que vous avez fait ensuite ce livre. Pourquoi cette idée un peu folle de faire autant de vols EasyJet low cost en si peu de temps? Oui, j'enchaînais les vols sur 20 jours, comme vous le dites, pour mesurer la façon dont le voyageur est conditionné par tout un système qui tient à la fois à la définition de l'espace, à la définition du temps, à la définition d'un territoire. Et donc, c'est à la fois des considérations sur le low cost, donc ici EasyJet, mais aussi sur la façon dont les aéroports ont évolué récemment. Vous dites un terme intéressant, c'est conditionné. D'ailleurs, dans votre livre, vous écrivez on est conditionné en tant que hôte d'un low cost, un peu comme un poulet est conditionné avant d'être mangé. Alors, c'est certainement la phrase la plus polémique du livre. C'est pour ça qu'on la cite habituellement. Elle montre en effet disons ce passage à la limite, le moment où le conditionnement devient oppressif. Évidemment, il y a d'autres avantages que je mets en avant. Chacun en fait l'expérience. Mais il est vrai que avec le low cost, le conditionnement a été durci. Voilà. Mais c'est quoi le conditionnement, par exemple, qui est spécifique au low cost par rapport à l'aviation traditionnelle? Alors, il y a des choses qui sont évidentes. Quelqu'un qui a déjà pris EasyJet, et je sais que nous sommes extrêmement nombreux, quoi qu'on s'en défende parfois, sait qu'il y a moins d'espace, que l'embarquement se fait plus vite, que le service à bord n'est pas le même que dans une compagnie classique. Ajoutons que les compagnies classiques maintenant se font discrètes, étant donné le nombre de compagnies low cost, et qu'on sait de moins en moins, en tout cas les nouvelles générations savent de moins en moins ce qu'il en était du modèle précédent. Mais je crois que ça tient au-delà du phénomène strictement technique lié au marché de l'aviation low cost. Ça tient à toute une approche du voyage qui, elle, évolue pour à la fois servir plus vite le passager, puisque le passager voyage plus souvent. Le voyage n'est plus quelque chose d'exceptionnel. Et en même temps, bien sûr, il y a l'approche financière, dégager des marges de profit intéressantes pour les avionneurs. Mais c'est vrai que pour les usagers, on a créé presque un besoin dont on se passait il y a quelques années avant. On disait on va pas aller un week-end à Nice, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop cher, ou alors seulement quelques personnes aisées pouvaient le faire. Et là tout d'un coup on s'est dit voilà, on peut aller à Porto 2 jours, à Berlin à une soirée comme je disais en introduction. Ça a créé tous des nouveaux voyages qu'il n'y avait pas avant. Absolument, et ce d'autant plus que la destination est parfois choisie en fonction du prix. Autrement dit, on calcule le temps dont on dispose, mettons typiquement un week-end, et puis on regarde quelle est l'offre, et donc on se retrouve là où le porte-monnaie permettait l'achat du billet. Donc c'est une inversion de la relation cause à effet. Là on est prêt, on va dire tiens, un petit week-end à Ljubljana, alors voilà, on va peut-être pas penser à aller avant. Moi non plus, mais j'y suis allé. Ouais, c'est très beau d'ailleurs, c'est très beau. Et vous dites que ça a créé un homme nouveau, le low cost, un homme nouveau, naïf, égaré et soumis. Alors ça tient à des phénomènes de rétrécissement de l'espace. D'abord, évidemment, quand on voyage plus vite, plus souvent, l'espace n'est plus le même. L'appréhension de l'espace n'est plus le même. En physique, évidemment, l'espace demeure le même. Et puis, un élément qu'on mentionne peu ou qu'on sait mal, c'est que donc une compagnie comme EasyJet est une multinationale, et puis évidemment elle a des visées tentaculaires, c'est-à-dire qu'elle travaille aussi en amont de l'aviation. Donc elle va créer un marché sur place, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a que 2 jours, lorsqu'il arrive sur place, il faut que ça aille vite. Il peut pas prendre 2-3 heures pour chercher son hôtel. Donc il y a toute une série d'offres qui sont ajoutées par la compagnie EasyJet aux billets
d'avions. Et donc on se retrouve dans des villes qui sont, j'en parle dans le livre évidemment, qui sont en partie normalisées. EasyJetisées. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que parfois ce qui est aussi impressionnant quand on regarde ces compagnies low cost, c'est vrai qu'elles arrivent dans des aéroports qui étaient un peu délaissés. L'exemple de Berlin est assez classique pour ceux qui ont visité Schönefeld, qui était d'abord au milieu de nulle part, mais vraiment au milieu de nulle part. Et avec l'accroissement des gens qui sont venus, c'est développé des transports. Maintenant il y a de la lumière. La première fois que je suis allé, je crois qu'il faisait nuit noire quand je retrouvais pas le moyen de rejoindre Berlin. Et c'est vrai qu'il y a un développement impressionnant. Oui, parce que une compagnie qui veut servir ses clients à bas prix doit aussi réduire les frais, ses frais généraux, et donc il y a tout ce schéma de négociation qui s'est mis en place pour obtenir des aéroports, comme vous le dites, qui étaient parfois désaffectés et qu'on a réaffectés pour ce marché, donc qui est en effet neuf. Et pourquoi un homme nouveau? Alors je reviens à votre question précédente parce que je crois qu'elle m'a échappé. Un homme nouveau parce que il y a du plaisir à voyager souvent. On a quand même, ce sont des vols continentaux pour l'essentiel, donc on reste en Europe quand même. Mais je crois qu'on ne sait pas à quel point cette façon de voyager modifie vraiment notre regard sur les destinations. Et je crois qu'il est fondamentalement modifié depuis maintenant 20 ans. Mais plus qu'avec l'aviation traditionnelle, ou simplement c'est le fait que on prend davantage et plus souvent l'avion, donc ça modifie aussi notre perception du voyage. Oui, alors il y a un phénomène de circulation à l'intérieur de l'Europe qui change en effet la dimension du voyage, mais il y a aussi le fait que alors là on est plus en phase avec un phénomène général qui est celui de la mondialisation. Lorsqu'on se déplace vite, qu'on prend peu acte du lieu dans lequel on se rend, parce qu'on y va comme ça sur une décision spontanée. Autrement dit, on se souvient quand même, sans remonter trop loin, parlons du 19e, qu'on lisait nos guides 6 mois, 1 année à l'avance avant de partir. Bon, maintenant, on sait à peine où on est. Et donc, ça implique que le service qu'on va retrouver dans la destination est à peu près équivalent à ce qu'on connaît chez nous. Donc, cet homme nouveau, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, mais qui finalement a moins rapport à l'exotisme. Mais on va pas comme chercher toujours un tout petit peu d'exotisme. Si on va un week-end à Porto, par exemple, on va comme chercher quelque chose de différent. Ce que vous dites là, c'est que on a besoin d'une standardisation du lieu où on va pour pouvoir s'y retrouver. Mais je donnerai un exemple que tout le monde connaît. Quelle que soit la ville en Europe que vous visitiez, si vous vous laissez acheminer dans le centre commercial, enfin ce qu'on appelle l'hypercentre, pour la référence à Internet, vous allez retrouver les mêmes enseignes que dans votre ville de départ. Donc c'est pas la partie intéressante, c'est la partie la plus accessible. C'est celle à laquelle se cantonnent les touristes, disons, peu curieux. Mais évidemment, ça ne change rien sur les marges. C'est-à-dire que si on prend le temps de s'écarter du centre, on va prendre un contre-exemple à EasyJet, on prend n'importe quel bus de banlieue, là on va en effet avoir rapport à l'exotisme. Parlons un petit peu de cette couleur. Je l'ai dit en introduction, votre livre est de ce fameux orange qui couleur frappe. Déposée, comme vous savez. C'est une couleur déposée. J'espère que vous avez dû payer. Je pense que vous avez dû payer très très cher pour pouvoir l'utiliser. Dans ce cas-là, elle était piratée. Là, on la reconnaît, ce orange. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce orange pétant comme ça qu'utilise EasyJet? C'est pas le seul, mais qui utilise vraiment. Ça a été une marque à un moment donné où c'était pas du tout à la mode d'utiliser ça. Alors, je suis ni un spécialiste en marketing, ni un ami du marketing, mais il est certain que le travail de marketing, on s'en rend bien compte, qu'a mis en place EasyJet a beaucoup fait pour le succès de la compagnie. Et d'ailleurs, quand on cite, où que ce soit dans le monde, parce que nous, Suisses, parlons d'EasyJet dès lors qu'un des hubs, donc ces plateformes d'envoi des avions est à Genève, mais je crois que c'est vrai ailleurs aussi, la plupart des gens citent EasyJet parce que leur marketing, disons-le, est formidable. Alors qu'il y en a d'autres, il y a Ryanair, il y en a plein aux États-Unis, en Asie du Sud-Est, il y en a vraiment plein. Mais j'en parle dans ce livre. Quand je suis arrivé à Dortmund, donc ville secondaire de la Ruhr, j'ai vu que dans ce tout petit aéroport du genre de celui que vous mettiez en avant, il y avait, je crois, 15 low cost, dont 10 dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, immense effort de marketing intelligent. Et puis la couleur orange, donc on sait à quoi ça réfère, c'est-à-dire non pas le Vomeltin, mais la chaleur, le soleil, etc. Donc ça, c'est des éléments probants pour diffuser le message. En même temps, le coup de génie était aussi que on avait l'impression que c'était une couleur dont personne ne voulait, qui était peut-être un peu trop criarde, trop tape à l'œil, et puis que EasyJet s'est dit voilà, qu'est-ce qui nous reste sur le panel? On prend celle-là qui est très frappante, on la voit. Comme d'ailleurs, il me semble que Ryanair, il me semble que c'est jaune aussi, il y a qui est très pétant comme ça.
Bon, vous savez que c'est vraiment une démarche quand on regarde les techniques de marketing mises en place par EasyJet depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment une démarche sans complexe. C'est-à-dire que ça se retrouve à tous les niveaux de la compagnie. On sait par exemple que les stewards, on appelle ça maintenant les garçons de cabine, ont une attitude extrêmement libre. D'ailleurs, c'est paradoxal parce que c'est un modèle intelligent. D'une part, il est formalisé, donc on leur dit ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire, mais dans ce qu'ils doivent faire, il y a encore de la liberté. Donc là aussi, c'est un homme nouveau du côté de la compagnie, cette fois du côté du service. C'est des gens qui ont à la fois moins de marge. Ils servent souvent sur 4 vols quotidiens, et puis plus de marge parce que tout n'est pas pré-interprété comme dans une compagnie classique. Mmh. C'est ce côté un petit peu start-up qui est resté, enfin cet esprit qui se veut à la fois un peu plus cool, un peu différent qui est resté. Ce qui est intéressant, Alexandre Friedrich, dans votre livre, vous expliquez aussi que voilà, un avion, ça reste un avion, c'est difficile on peut pas tellement jouer sur des marges, il y a 2 constructeurs, le fondateur d'EasyJet, il pouvait pas métamorphoser l'avion, donc il a métamorphosé le voyageur. Voilà. Il y a eu ce qu'on doit dire aussi, c'est que alors il est parti de cette idée qui est assez géniale de réussir un pari qui consiste à gagner de l'argent sur un segment dont on disait à l'époque voilà, c'est fait, on ne peut plus gagner d'argent sur l'aviation parce qu'en effet les conditions sont les mêmes pour tous. Et dans un premier temps, ça a été très difficile. Donc, je raconte dans le livre qu'il a loué 2 avions. Donc, les 2 premiers avions qui volaient sous l'enseigne EasyJet étaient en leasing. Mmh. Donc, la démarche est tout à fait incertaine. Il y a un esprit start-up au départ. L'envol de la compagnie, c'est à peu près 10 à 15 ans. Et tout d'un coup, par des moyens certains extrêmement rusés, par exemple des séries de télévision, des choses comme ça, qui popularisent le voyage en tant que voyage low cost, la compagnie décroche un pactole. Et alors, inversion de la situation, les compagnies classiques qui persiflaient la démarche d'EasyJet, tout à coup s'alignent. Et on le sait maintenant, parce que quand on prend des compagnies classiques, on en vient à dire oui, enfin, la différence n'est pas si grande, ce qui est terrible. Mais c'est vrai, il y a eu un alignement. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a oublié, par exemple, que tous les premiers vols EasyJet, il y avait des énormes numéros de réservation. Voilà. Internet était encore à ses débuts. C'est vrai. Et on a oublié qu'on réservait en téléphonant. C'est vrai. Et ça a complètement disparu. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, on ne trouve quasiment plus de numéros de téléphone sur les sites. Non, c'est difficile. Je me suis risqué à l'exercice. En effet, c'est difficile. Mais ça correspond, donc la fondation de la compagnie correspond à la naissance de l'Internet. Et comme l'Internet naît, mais il n'existe pas encore en tant que réseau, disons, privé, en effet, sur les carlingues des avions, sur les fuselages des avions, on avait un numéro de téléphone. Un standard téléphonique, donc. Je me souviens. Alexandre Friedrich, on parle donc de low cost et de l'impact que ça a sur nos sociétés, sur notre manière de vivre. On vous retrouve dans 3 petites minutes. Tribu sur la première. Une envie de briser la comme une voix dans l'intercom qui me dit simplement de laisser filer, comme le début d'un mauvais sitcom où le générique à la gomme me dit simplement qu'il faut laisser filer. Comment il faut vivre aujourd'hui, comment se compare toute une vie, comment il faut vivre aujourd'hui avec ces corps qui nous poursuivent. Autour de moi j'entendais et qu'il faudrait que je sois. Je leur réponds simplement come to my world. Si on devait s'habiller sans arrêt s'imiter, à qui devrais-je ressembler? Come to my world. Tellement des pommes qu'il nous manquait des chromosomes, qu'on devait forcément sans arrêt se copier. Comme si vouloir sortir de la norme, ça paraissait tellement énorme. Sortir du nid pour pouvoir se laisser voler.
précipité. À qui devrais-je ressembler? Come to my world. Comme c'était Saul, auteur-compositeur belge, comme le langage qu'il utilise dans sa chanson ne l'indique pas, donc il est belge. On vous retrouve Alexandre Frérich, vous êtes suisse. Et vous venez de Genève et Lausanne, vous avez vécu un peu partout, je crois. J'ai une question qui me venait par rapport à ce qu'on disait avant, donc on parle de low cost ce matin. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est que l'homme accepte, pour prendre ses billets pas chers, accepte d'être conditionné, on l'a dit, on accepte des contraintes, et c'est presque, vous l'écrivez dans votre livre, presque avec un certain plaisir, parce que peut-être comme le disait Houellebecq, il y a une extension du domaine de la lutte, on sait plus, on a tellement de choix à faire dans la vie, là on nous dit tout ce qu'on doit faire, il y a une infantilisation, et presque ça nous plaît. Moi, c'est quelque chose qui ne me plaît pas, qui m'inquiète beaucoup, mais évidemment, je m'empresse de dire que je voyage aussi par EasyJet. Donc, ça prouve bien que quand les conditions changent, on a beau protester, on est avalé par la machine. Je pense en effet qu'il y a une infantilisation. Elle est, quand on voyage aux États-Unis, disons, si on met à part les endroits encore reculés et très nombreux, visible, je trouve, et elle s'importe de plus en plus, elle s'impose de plus en plus en Europe. Alors évidemment, là, on est dans un cas, disons, d'exception, parce que si on considère l'aéroport comme une gigantesque machine, on a vraiment l'exemple d'un type de contrainte qui est tout de même assez pesant, quoi. Mais ça existe aussi dans les villes, et un des éléments dont je discute dans le livre, c'est ce rapport entre la ville et l'aéroport, en quoi les villes ressemblent de plus en plus aux aéroports. Et c'est intéressant, ça c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, mais avec l'apparition et l'expansion d'EasyJet, il y a aussi, ça a modifié notre manière de voyager, mais aussi ça a modifié des villes entières et des villes qui avaient peu de touristes ou un tourisme classique, et tout d'un coup qui ont été presque débordées par ce tourisme-là. Ouais, c'est vraiment un double tranchant, parce que les premières destinations, pour que le client s'y intéresse, il faut tout de même qu'elles aient quelque chose à offrir. Dans un deuxième temps, les destinations, donc le portefeuille de destination s'étoffe, et on va dans des endroits qui sont insoupçonnés, dont on pensait pas qu'ils présentaient un intérêt. La question, c'est présente-t-il un intérêt? Alors évidemment, si c'est pas le cas, et je pourrais citer, je le ferai pas parce que ce serait s'acharner sur certaines villes qui méritent peut-être le détour. Après tout, c'est pas à moi de décider. Prenons les Dortmund, ça me semble pas très intéressant, parce qu'il y a désormais des liaisons quotidiennes desservies non seulement par EasyJet mais par d'autres compagnies. On s'y rend, et du coup, en effet, la ville change, elle a peut-être quelque chose à offrir. Et ce qui est modifié aussi, on parle beaucoup de tourisme avec ces vols low cost, mais il y a aussi, et vous l'écrivez dans votre livre EasyJet, il y a beaucoup aussi de gens qui l'utilisent pour travailler désormais. D'abord, c'était des gens qui étaient en liquette pour aller au sud de la France ou en Italie, et maintenant c'est des gens qui sont en costard-cravate. C'est des gens aussi sur une ligne, je crois c'est Thessalonique-Dortmund, justement, c'est des gens qui vont tous travailler ou chercher du travail. Alors là, je pense que les compagnies ont fait un travail d'analyse de détail pour savoir qui était susceptible d'occuper les avions. Et en effet, vous vous dites, aller de Thessalonique à Dortmund, qui peut bien, bon là, de toute évidence, ce sont pas des touristes, mais c'est des gens qui vont travailler, des Grecs qui vont travailler dans les restaurants 15 jours, puis qui reviennent voir leur famille. Et les avions, c'est extraordinaire, sur une ligne de ce type, sont toujours pleins toute l'année. Et on parlait de transformation des lignes, on parlait ou des villes plutôt, de Dortmund, les grands classiques, c'est Barcelone. Si on se rappelle Barcelone, il y a 25 ans, c'était avant les Jeux Olympiques, c'était une ville industrielle où pas grand monde allait. Maintenant, ils débordent. Et il y a aussi Berlin, c'est un autre exemple. C'est des lieux qui maintenant se révoltent.
C'est des gens, et parfois, on voit aussi à Porto, ces villes, il y a beaucoup d'Anglais maintenant qui viennent, des gens du nord de l'Europe, et il y a une forme de révolte. Les gens disent, on veut plus, on n'en peut plus, au fait, de ce tourisme de masse. Ouais, disons, si j'écrivais un EasyJet 2, ce serait probablement sur la question de l'antitourisme, drôle de terme, qui est d'ailleurs, qui n'existe pas, je viens de le créer pour l'occasion. Mais en effet, dans une ville comme Barcelone, on imagine que la personne qui vit dans le quartier ancien, donc je pense que nos auditeurs, connaissent, voilà, le Barrio Gótico, je me souvenais pas de ça, sont tout de même assez échaudés d'habiter dans des immeubles qui sont entièrement loués, où des Anglais viennent faire la fête 365 jours par année. Donc on comprend que là, il y a une sorte de révolte sous-jacente. Maintenant, évidemment, quand vous en parlez aux gens qui affrètent des avions, ils se dégagent de toute responsabilité. Et en effet, c'est pas immédiatement de leur ressort. Mais c'est vrai que ça change beaucoup. Pour l'exemple de Berlin, il y a aussi une révolte assez forte parce qu'après ça fait augmenter les loyers, comme vous le disiez, avec des plateformes comme Airbnb ou d'autres choses comme ça. Et il y a aussi des gens qui viennent juste faire la fête. Donc il y a aussi une internationalisation de la fête qui n'était pas possible encore il y a 20 ans. On pouvait choisir entre Lausanne et Genève peut-être, mais on pouvait pas dire dire je vais faire la fête à Berlin ou à Amsterdam ce week-end. Et ce que tout le monde aura remarqué, c'est que quand on paye 19,90, mettons, en fait, je crois que le prix minimum c'est 39 sur EasyJet, mais il y a des compagnies qui font moins cher. L'hôtel n'est pas exactement à ce prix-là quand on arrive à Barcelone, n'est-ce pas? Ni à Paris, ni à Berlin. Donc, il faudrait faire une analyse. C'est pas du tout mon approche du problème, mais quelqu'un qui voudrait vraiment creuser, en mettant tous les frais dans le panier, on s'apercevrait peut-être que, disons, le coût dans l'absolu n'a pas varié. Comme la durée, d'ailleurs, on a toujours l'impression que c'est tout près, mais si on additionne, on peut le voir par rapport au train aussi, c'est qu'il y a toujours la durée pour aller à l'aéroport de Genève, par exemple, ou un autre, ou Bâle, par exemple, qui fait aussi des vols EasyJet. Ensuite, il y a le temps d'attente, il y a toujours le retard qui est souvent là, dans ces vols-là. Donc, ça prend plus de temps qu'on peut le croire aussi. Alors, quand on lit sur une destination moyenne en Europe, EasyJet 1h40, je pense qu'il faut multiplier par 3,5. Autrement dit, ça fait une journée diurne. Vous levez le matin, vous arrivez le soir. Voilà. Alexandre Friedrich, vous êtes intéressé au low cost, mais donc vraiment dans l'aviation. Alors peut-être vous allez faire un EasyJet 2, le retour, on verra. Mais est-ce que vous êtes aussi intéressé à la question du low cost de manière générale? Parce que c'est quelque chose qui existe bien sûr dans l'aviation, mais ça se retrouve aussi chez les meubles, dans l'habillement, dans l'alimentation. Ça, c'est aussi quelque chose, vous avez une réflexion par rapport à ça? Alors, d'une part, on retrouve ce mot anglais easy un peu partout, puisqu'il était facile à prendre. Mais en fait, c'est un concept vide très souvent. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une blanchisserie dans un quartier périphérique de Paris que je l'appelle Easy Blanchisserie que les prix et la qualité du service sont révolutionnés. En revanche, il y a eu beaucoup de tentatives, on les connaît mal, de la part d'EasyJet et d'autres personnes d'appliquer réellement ce concept, par exemple à des locations de voitures, bon ça on le sait, mais à des restaurants, à des cybercafés, à des bateaux de croisière, des choses comme ça. Je crois que rien n'a pu égaler la réussite qui était celle d'EasyJet dans le domaine de l'avion, et donc ça explique bien que le créneau initialement choisi était le bon. Par contre, il y a d'autres gens qui se sont essayés. Si on prend Walmart aux États-Unis, c'est du low cost, des magasins low cost. Et je crois qu'il y a des études qui ont montré, et c'était très intéressant, que quand Walmart va s'installer dans un endroit, ça participe à la paupérisation du lieu, parce que les gens travaillent là, achètent pas cher, mais les gens qui travaillent là-bas aussi sont payés peu cher. Il y a tout ce rapport. Peut-être qu'on trouve pas dans l'aviation, parce que c'est des gens qui sont correctement payés, me semble-t-il, de ceux qui travaillent dans le low cost. Ouais, là, vous posez vraiment un problème vaste. Mais disons, Walmart, c'est un empire, comme chacun ne sait pas, parce que nous, on a nos enseignes locales. Mais Walmart, c'est aussi, c'est à ça que j'ai pensé lorsque vous avez évoqué Walmart, des villes privées, en quelque sorte. Parce que quelqu'un qui s'installe aux États-Unis, dans une ville qui est un bassin de clientèle, donc quelqu'un comme Walmart, s'installe au centre, et privatise ce qu'on appelle le mall, c'est-à-dire le lieu de promenade. Et c'est un modèle anglo-saxon qu'on n'a fort heureusement pas encore en Europe, ou très peu. On a encore des villes qui sont plus anciennes et qui ont une histoire, une épaisseur. Une dernière question, Alexandre Friedrich, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Vous dites que vous avez fait cette enquête parce que, à votre avis, le low cost ou l'aviation va mourir. Expliquez-nous ça. On a plutôt l'impression qu'on est en plein dedans, que c'est en pleine explosion. Oui, moi je pense que trop de vitesse tue la vitesse.
que ce système de déplacement qui est en accélération exponentielle ne pourra pas tenir à long terme. Alors quand j'entends long terme, c'est 20 ans à peu près. Mais pour des questions écologiques ou pour quelles raisons? Non, pour des questions vraiment de vitesse de déplacement des personnes, plutôt pour des raisons psychologiques. Et je pense qu'on va être rattrapé par une technologie qui nous permettra de faire du voyage immobile. Donc on pourra être ici et là. C'est pas encore le don d'ubiquité comme dans la théologie, mais on pourra vraiment être à Venise tout en étant à Lausanne grâce à l'électronique, enfin, disons les réseaux informationnels, voilà. Et donc on n'aura plus besoin d'avion, plus besoin de véhicules. Quand ça sera là, on vous réinvitera. Je ne sais pas quand ça viendra. Peut-être c'est la réalité virtuelle aussi. En tout cas, je vous remercie, Alexandre Friedrich, d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de ce livre. C'est un essai qui s'appelle EasyJet. C'est paru chez Alia. Et il y a un nouveau livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle Constance, guide à l'usage des aveugles, qui sort le 3 novembre chez InFolio. Merci beaucoup.